Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, épisode, je crois, 10 ou 11. À chaque fois, avant que ça commence, je demande à Fernand s'il est prêt, et il me dit, Guillaume, je suis né prêt, donc bien bonjour le King. Bonjour Monsieur G, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, surtout que là, Fernand nous a gâtés la semaine dernière. Alors oui, il y a eu punchline sur punchline, mais surtout, un mystique Fernand, comme nous l'a dit Russ, parce que je vais vous relire quand même ce qu'il a dit. La semaine dernière, les 106 kilos de Stipe contre les 119 kilos de Francis. Regardez, regardez-le boire là. Il est ravi, il est ravi. Contre les 119 kilos de Francis, ça va faire mal quand Francis va mettre un sprawl sur Stipe. On aura l'impression que c'est un grand frère qui met un sprawl sur un petit point. Francis va le brutaliser. Fermez les guillemets, c'est terminé. Bon, bah bravo, déjà bravo pour le pronostic et pour la visualisation de ce qui allait se passer. Merci. Je ne me donne aucun crédit spécial dessus. Je pense que j'ai triché un peu parce que je connais déjà un peu l'animal et que je sais combien de fois il est dangereux, combien de fois il apprend et combien de fois il est conscient des enjeux. Donc, je, la Fight 4, il n'y a pas eu de surprise pour moi. Euh, pour moi, il n'y a pas eu en gros, quand tu vois les pronostics qu'il y avait, moins 140 pour Francis, plus 115 pour les odds de Sipé, bon, tu n'es pas très surpris. Luque, Vicente, par exemple, pareil, pas surpris du tout sur la Fight 4. Mhm. Après, il y a eu Sean O'Malley qui nous a présenté quelque chose d'extraordinaire. Oui, Euh, alors, faut en parler de ça. Faut en parler parce que, bien évidemment, comme chaque UFC, vous pouvez les suivre directement sur MC Sport ou sur la page Twitter de Fernand où là, il livre ses analyses et tout. J'ai lu quelque chose, j'ai été surpris. Alors, donc, bien évidemment, pour celles et ceux qui ignorent, Sean O'Malley score un knockdown, donc c'est un high kick. Ensuite, il sécurise donc le knockdown, il pense s'arrêter, faire ces fameux walk of KO, bien évidemment, où vous contemplez finalement l'adversaire KO, et non, le combat continue. Il aurait pu poursuivre, on va dire, son offensive, et Fernand a dit non, il a refusé, c'est un artiste. Pour toi, il l'a fait volontairement, ça? Non, quand même. Absolument, mais absolument, mais absolument. Il fallait, dès le début de toute la Fight Week, Sean O'Malley dit la même chose. Je vais te donner une performance extraordinaire. Je vais faire quelque chose qui va marquer l'histoire. Je ne veux plus gagner simplement par un petit chaos. J'ai envie de faire un art. J'ai envie de poser quelque chose qui va émerveiller les gens. Et c'est ce qui cherchait le wow, le wow. Et c'est ce qu'on leur demande finalement. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ce qu'on veut d'eux, c'est ce que notamment Dana White demandait à notre cher Cyril, c'est que c'est un artiste, tu peins ton tableau et tu finis par une signature incroyable. Et le mec, il s'est dit non, je ne vais pas gagner en allant rajouter un coup de poing au sol. C'est calculé, il m'est déjà arrivé de le calculer. Je le dis parce que je le sais que je l'ai calculé. J'ai comme témoin Christian Pumbu sur le premier combat de Francis à l'UFC. Il met un uppercut à Luis Enrique. Luis Enrique s'effronte et Francis se met à courir vers lui et j'écris non, ne le touche pas, non, ne le touche pas. Et finalement, il met ce marteau et tonton me dit mais non, c'est bien qu'il ait fini. Je dis OK, mais il a perdu 50 000 dollars. Ce qu'il aurait tourné, c'était c'était le chaos de la soirée. Voilà, après, c'est risqué, c'est un jeu risqué, mais C'est c'est ça, en ça. fait. Ce que moi, j'aime sur le MMA, c'est ce jeu-là. C'est un jeu, faut pas, on le prend trop au sérieux, en réalité. C'est un jeu. Ce qui s'est passé là, toute la fight card et tout, c'est un jeu. Et donc, moi, je trouve que à son âge, avoir le sang-froid de chercher ce genre de frappe. Tu vois, à chaque fois qu'il termine le bras arrière, c'est en mode je le lâche en mode bombe, quoi. Et je vois l'effet. Est-ce que ça a donné? Ah, ça n'a pas donné, je recherche. Je recherche. Bam, un high kick. Et puis, est-ce qu'il est tombé? Ah, ça n'a pas donné. Parce que c'est beau quand même. C'est-à-dire que artistiquement parlant, quand tu tournes le dos comme Mark Hunt, bon, ça fait du bien, quoi. C'est clair, il y a pas, c'est sans bavure. Mais à ce stade de sa carrière, là, toi, en plus, en tant que coach, est-ce qu'il n'y a pas une balance à faire, justement? Parce que moi, c'est ce qui m'a un petit peu choqué, tu vois. C'est le combat, il l'a maîtrisé de A à Z. Il y a eu quelques alertes, j'ai trouvé, au niveau de sa cheville, parce que de temps en temps, tu vois, tu as vu que dans ses déplacements et tout, il y avait une petite baisse, et je me dis quand même,
au regard de son statut de Sean O'Malley, aujourd'hui, il n'est pas top 15, mais quand même, tu vois, tout le monde se dit, à un moment donné, il va être peut-être top 5. Là, il veut Dominique Cruz, donc vraiment de grosses joutes qui s'annoncent. Tu dois quand même faire la balance entre OK et El Show, mais il faut quand même sécuriser la victoire aussi. Et c'est quand même un gros pari, je trouve. Aujourd'hui, on sait que c'est un jeu à faire. On peut gagner et on peut perdre. Et si tu vas avec l'intention de ne pas perdre à chaque fois, tu perds le côté artistique, tu deviens quelqu'un d'ennuyeux. En réalité, ce qui fait aujourd'hui que euh, 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 un mec comme Ousmane Camaro ne décolle pas beaucoup et ne deviennent pas ces mecs-là qui font du gros pay-per-view comme est passé à Adesanya, ça va être sur ce truc, ce petit détail-là de l'artiste. Je ne dis pas que c'est quelque chose à faire systématiquement. Je pense que quand tu tombes face à des grands noms comme ceux que tu as cités dans la catégorie de Sean O'Malley, tu te concentres un peu plus et tu fais attention. Mais quand tu as l'occasion et l'opportunité de sortir un highlight, tu le sors. Là, il avait l'opportunité, il a bien senti que l'adversaire était en dessous, il a bien senti qu'il y avait des failles qu'il pouvait faire. La lecture des jeux était impeccable. Pourquoi ne pas chercher à faire le sensationnel? C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, on va passer au Common Event. Donc, Tyron Woodley qui est parti sur son bouclier, comme disent les Américains. OK, il a perdu, mais ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été aussi excitant. Et comme il l'a dit, hein, tout allait très bien jusqu'à ce que ça n'aille plus, avec un Vicente Luque qui a pas hésité, enfin, qui a été encore une fois impressionnant de résistance. Et puis surtout que j'ai presque envie de dire crânement jouer sa chance parce que il était sonné et ensuite il place un énorme crochet qui a tout renversé. C'est ça qu'on parle. On vient de dire la même chose, c'est qu'il va prendre le risque. L'un, au terrain, prend le risque en disant, OK, si je dois mourir aujourd'hui, je meurs en guerrier. Je ne finis pas en mode dormir parce qu'en gros, il est sur la sellette depuis quelque temps. S'il y a quelqu'un qui doit commencer à préparer son CV, je pense qu'aujourd'hui, son manager, il a déjà commencé à contacter certaines organisations pour le placer parce que, bon, il est sur 4 combats, 4 défaites. Il est sur, en plus des 4 défaites, il y a 2 défaites par finish. Au premier round, il est quoi? Il a 39 ans bientôt. Même si le nom Tyron Woodley ça vend, est-ce que l'UFC va vouloir investir sur un mec qui n'est pas si agressif? Bon, voilà, j'ai beaucoup apprécié son style de combat, enfin, ce qu'il a fait, mais je pense que ça arrive un peu tard. Je pense qu'il n'aura pas le moyen de récupérer. Et puis, Vicente Luque, c'est le futur. Il est tellement agressif en boxe, tellement solide en boxe, mais avec un sol excellent, quoi. Enfin, 7 soumissions, c'est un monstre au sol. Ah oui, donc toi, Luque, tu le vois comme, on va dire, pas champion en puissance, mais il peut se mêler vraiment à la course au titre, là, pour la suite? C'est un futur track. Crack. Je l'ai vu, je, je suis, euh, je suis ami avec lui, je l'ai vu aux entraînements, j'ai vu comment il s'entraîne avec Gilbert Burns, c'est son partenaire de tous les jours, de toute la vie. Ils ne se lâchent pas, ils se font des sparring, même à l'échauffement et tout. Je pense qu'on sous-estime beaucoup ce qu'il est capable de faire, d'autant plus qu'il porte sur ses épaules l'Amérique latine. C'est aujourd'hui l'une des personnes, il m'a beaucoup marqué quand on était au Chili, euh, avec Véronica Macedo, il y avait des grands noms sur la carte comme Damien Maia, tout ça. Mais s'il y a quelqu'un qui a pris tous les médias et qui est passé sur quasiment tous les plateaux comme Véronica Macedo, bah, c'était lui, Vicente Luque. Il a une puissance médiatique au niveau de l'Amérique latine. Et puis au-delà de ça, je le trouve vraiment fort et il est quelqu'un qui prend les risques. Aujourd'hui, on sait qu'un gars comme Sean O'Malley, il peut perdre, il peut gagner, mais il est là. Son boulot, il ne va pas perdre son job. Il est là pour longtemps. Bon, maintenant, on va revenir brièvement, bien évidemment, sur le main event, et notamment sur le champion déchu, Stipe Miocic. Finalement, la grosse question, c'était qu'est-ce qu'il allait faire après cette très belle performance du premier combat. Toi, est-ce que, à ton avis, hein, Stipe Miocic aurait pu faire quelque chose de différent, là, sur cette revanche? Les choix, il aurait pu, déjà rester sur le game plan qu'il avait prévu. Il a fait une publication où il a expliqué Ouais. qu'il est sorti du game plan, où il s'excusait auprès de ses coachs en disant je suis désolé, je suis sorti du game plan et je suis désolé de vous avoir laissé tomber. Mais voilà, c'est le niveau de championnat sur lequel ils sont, c'est super fragile. On a vu que dans le coin de Francis, par exemple, chacun des coachs dit la même chose. Francis lui-même dit
j'entendais la voix de Ousmane qui me disait calme-toi, calme-toi, calme-toi. Eric, le head coach de Francis, dit notre mission était juste de calmer Francis. Et si tu te rappelles, je parlais de ça en disant retenir les chevaux de Francis, c'est chaud. Il en a beaucoup sous le capot. Il a envie de les lâcher. Et c'est le plus gros match. Et c'est là où je félicite vraiment Esrem Coutu. Ils ont réussi à faire quelque chose de formidable que je n'ai pas su faire. Voilà, je pense que la première des choses, c'était ça, garder son sang-froid. Quand on voit la seule erreur qu'il ait pu faire, que je vois techniquement, moi, vu son niveau de lutte, c'était son single leg. Il a un single leg qui est super facile, sur lequel il met les bras, il tire en décalant et en faisant tomber sur la droite. Et pour la première fois, on ne sait pas pourquoi, il a mis le single leg, il a poussé comme s'il allait arracher et en allant sur la gauche. En lutte, en général, ça ne se fait pas. Sauf si on a fait une feinte en faisant la préaction à droite, ensuite la deuxième, la contraction à gauche. C'est le seul geste que je trouve qui était un geste techniquement qui ne ressemble pas à Stipe. Deuxième action, choix, que je considère qui était compliqué, mais encore une fois de plus, tu ne peux pas le blâmer. Ces mecs-là sont des monstres. On leur demande de faire des choses qu'un être humain ne peut pas faire. T'es en pleine tempête, il y a un mec qui essaie de t'arracher la tête. Tu es en train de reculer. Tu le touches et tu te rappelles que tu avais déjà touché vers Dim comme ça et ça l'a fait tomber. Tu te rappelles que tu as touché et peut-être il est mal. Et donc, tu fais machine arrière et tu fonces sur Francis parce que tu dis, j'ai peut-être touché quelque chose, il faut que je capitalise et que j'aille le finir. Et sauf que ce retour-là, il est fatal. Parce que quand tu fais ton retour, boum, tu te prends une pêche, fin du combat. Donc, ce choix-là, c'était un mauvais choix, mais c'est un mauvais choix qui, c'est très difficile de le blâmer dessus, quoi. Enfin, Francis est monstrueux. Francis est compliqué. Quand il est devant toi, ça fout la trouille. Et donc, il n'y a rien à dire. C'est les deux actions sur lesquelles techniquement je vois qu'on pourrait faire quelque chose. Après, le reste, on ne sait pas ce que ça peut avoir un effet papillon. Ça veut dire que si je sécurise mon single leg et je le fais comme je fais d'habitude, peut-être que le sprawl de grand frère en question va être moins efficace et je vais perdre moins d'énergie en dessous. C'est-à-dire que ce que je conseille à mes athlètes, c'est que si je fais une lutte, que je fasse une lutte qui me permet, c'est pour ça que j'aime pas ce qu'on appelle le déplacement genou-pied. Parce que quand on se déplace en genou-pied, il est possible que l'adversaire sprawl et qu'on se retrouve en dessous et qu'on subisse son poids. Alors que si je viens simplement faire une attaque ici où j'ai un double leg ou un single leg, quand ça loupe, ce qui se passe, c'est que je regrimpe et j'arrive en gréco-romaine ou en clinch tie et là, match nul. Je n'ai pas l'avantage, mais il n'y a pas l'avantage sur moi. Alors que quand je vais trop en dessous, ce qui se passe, c'est que je me fais sprawler dessus et ça change le cours du match. Je ne dis pas que ça aurait changé quelque chose. Je pense que le Francis de ce samedi dernier, il y a peu d'êtres humains sur la planète qui peuvent le battre. Et c'était difficile pour Stipe de gérer ça. Et justement, tu l'as très bien dit, il y a très peu d'êtres humains sur la planète qui peuvent le battre. Là, le Francis que tu as vu samedi, pour toi, est-ce que c'était enfin, je veux pas dire qu'il t'a impressionné, mais est-ce que tu t'es dit justement, peut-être que tu le pensais pas capable de faire ça, d'appliquer comme ça un game plan et de montrer finalement tous ses progrès, parce que c'est vrai que on savait qu'il a progressé, mais jusqu'à maintenant, il n'avait pas eu la chance, la possibilité plutôt, de s'exprimer dans la cage parce que les combats se terminaient très rapidement. C'est une volonté d'aller terminer les combats rapidement. C'est une volonté de réduire. Je vous ai déjà parlé de la crainte qui, enfin, je vous parlais de l'avantage que j'ai à prédire ce qu'il va faire. J'ai passé 7 ans avec, je connais un peu. La crainte de la défaite ou du chaos de la part de Francis fait qu'il ne prend pas des risques. Il ne perd pas le temps en général. Ça aurait été un terrible artiste du MMA. Je veux dire, un artiste de MMA très solide s'il voulait étaler ce qu'il apprend. Pour moi, je ne suis pas surpris du tout. Vous êtes surpris, les gens sont surpris. Mais si vous allez regarder mes vidéos de 2018, je suis dithyrambique sur Francis. J'ai dit des choses que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ils pensent vraiment que Francis peut faire ça à Stipe. Je maintiens que ceux qui pensent que c'était une erreur et que c'était très tôt le combat de 2018 ne connaissent pas Francis. En 2018,
Francis aurait pu battre Stipe comme on bat un gamin. En 2018, déjà, il aurait pu le faire. Il y avait une approche qui n'était pas encore mature dans la manière de voir les choses. Les atouts qu'il a aujourd'hui, combien de fois j'en ai parlé en disant, les gars, quand il y a une télévision ou des médias, des collègues à vous comme Karate Bushido qui passent au MMA Factory filmé, en général, on va cacher tout ce qui est sol et lutte. Et on va montrer ce qui est boxe parce que médiatiquement, c'est là où on nous connaît. On ne veut pas que l'adversaire sache exactement où se situe le niveau de Francis. Mais Francis, le niveau d'entraînement qu'on a mis sur Francis au MMA Factory était quasiment de 85% de lutte et de sol. Hier, il y a eu une interview du head coach de Francis, Eric Nixic, qui a dit, on lui a posé la question, Luc Thomas lui a posé la question, au moment où tu as reçu Francis chez toi, il y avait tellement de choses à lui apprendre. Comment tu as trouvé son niveau quand tu l'as reçu la première fois où tu as fait l'essai de la voiture, premier essai de la voiture, tu t'es dit quoi? Il a dit, le MMA Factory a fait hell of job, un grand boulot sur Francis. Au moment où il est arrivé, il y avait juste quelques petits réglages de précision à faire sur ses frappes, mais Francis était déjà construit sur beaucoup de choses. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Les gens observent 10 secondes, 20 secondes de KO de Francis et oublient que Francis, aux entraînements, il donne 3 mois d'entraînement sur le même truc. Il bouffe la lutte 24 sur 24. Il bouffe les low kicks, les middle kicks. Les gens font comme s'ils découvrent que Francis a des low kicks. Alors que j'en ai pris des low kicks sur les pattes d'ours et tout, c'était phénoménal ce que je me prenais des fois, tu vois. Je ne parle pas du low kick de démonstration de open workout, mais en général, Francis, ça fait mal quand il frappe en low kick ou en middle kick ou même en high kick. Ce n'est pas fluide, ce n'est pas archi technique, mais cependant, c'est archi efficace. Et je suis toujours surpris qu'il y ait des gens qui découvrent ça, qui observent et qui se disent, ah bon, il s'est frappé, il sait faire ça, il sait faire les coups de coude. Il n'a jamais montré un coup de coude, il n'a jamais touché efficacement un coup de coude. Mais je vous dis, Francis, c'est l'un des mecs les plus létals en coup de coude. Enfin, son coude, il est déjà énorme. La pointe de son coude, c'est une balle de tennis. Et il t'envoie les coups, tu te dis, mais c'est pas possible. S'il met ça sur la tête d'un mec, il y a mort d'homme, quoi. Enfin, c'est mort d'homme. Et donc, si tu veux, il y a tout ça qu'il a en lui. Et quand il est en état de flow, ce qu'on appelle un athlète en état de flow, au moment où toutes les étoiles s'alignent, il est extrêmement dangereux. Enfin, il y a vraiment peu de mecs sur la planète qui peuvent le battre. Et je félicite beaucoup Eskrem Couture, tout le staff qui est arrivé, de lui apporter ces petits éléments-là. C'est-à-dire qu'on parle de Ousmane Camaro qui a apporté une belle lutte, mais si tu savais ce que Christian Pumbou, tonton, a donné comme sueur, comme temps, comme énergie, comme technique, comme stratégie de combat et comment on a vu Francis monter. Christian Pumbou, il est black belt quand même. Et on a vu Francis monter au point de des fois lui mettre des soumissions. Donc, je sais que Francis aurait pu faire ça dès 2018 si on avait rajouté ce dont je vous ai parlé, la fragilité au niveau de la stabilité de ce qu'on appelle le système nerveux végétatif. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le combat et que tes instincts te font déclencher quelque chose que tu n'as pas prévu et ça vient brouiller tout ce que tu avais comme stratégie, bah, c'est ce qui arrive à Stipe. Et je pense que les gens enterrent vite Stipe. Mais attention, on a déjà fait cet erreur une fois et je voulais juste qu'on se calme. Alors là, on va parler de la suite. Oh là 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 là, il fait déjà le teasing. On va parler de la suite. Déjà, Stipe, 38 ans.
Dana White qui était un petit peu embêté parce qu'avant la conférence, enfin avant le combat, conférence de presse d'avant-combat, c'est très difficile de refuser la trilogie à Stipe Miocic. Juste après l'événement, bon bah il a 38 ans, un peu compliqué. Il lance le nom de Derrick Lewis parce qu'apparemment les négociations se passent mal avec John Jones. Pour toi, Stipe Miocic, pareil, qui n'a pas parlé, tu vois, de retour et de revanche immédiate dans sa première réaction, tu vois, d'après combat, alors qu'on se souvient contre Daniel Cormier après le KO, sa première réaction justement, c'est justement de dire je pars en reconquête. Là, pour toi, Stipe, il y a moyen qu'il revienne. Parce que j'ai l'impression qu'il, je ne veux pas dire qu'il a un pied dehors, tu vois, mais déjà, il veut Non, une longue pause pour. C'est que je crois qu'il va avoir un deuxième enfant avec sa femme. Donc, déjà, il veut une longue pause de ce côté-là. c'est pas il veut. Il a un bébé en route. Oui, bien sûr. Oui, oui, non, mais je veux Voilà. dire, pas combattre à nouveau parce que tu sais, Un garçon en oui, plus. Il avait une fille, il en a un plus. garçon, ça lui fait. Voilà, il a son équilibre. Euh, Stipe a été clair dans son message. Il a dit: je suis désolé de vous avoir laissé tomber, les fans, mes coachs. Ça ne se reproduira plus. Je vais corriger mes erreurs. Bon, je sais pas, par déduction. Bah, peut-être que ça va pas se reproduire parce qu'il va plus combattre. Oh, là là, t'es vicieux, toi. Ouais, effectivement, il y a ce champ de possibilités. C'est possible. Mais voilà, je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot. Je pense que il a prouvé après la défaite contre Cormier qu'il pouvait revenir alors qu'on l'avait enterré complètement. Ouais. Si je suis de son coin, je ne m'acharne pas, en fait. Si je suis son manager, personnellement, je ne m'acharne pas. Mhm. Il reste un coach. Il reste dans le top 5 des coachs, tu vois. Et je pense que je ne m'acharnerai pas et je prendrai quelques petits jeunes que je peux facilement battre. Ensuite, prendre ma retraite gentiment. Ah Ouais, oui, ouais, mais tu penses je pas un pense. retour au top top? Enfin, c'est plus bah, la question parce que bon, Stipe aujourd'hui, voilà, hein, Bah, ça fait bah, depuis bah, 2016 qu'il est qu'en combat pour le titre. bah, ça n'a pas de sens. Comme Francis dit, ça n'a pas de sens qu'il revienne tout de suite Ouais. faire la défense de la ceinture. Francis ne va pas accepter. Stipe ne veut pas revenir tout de suite, tout de suite. Francis, lui, c'est un mec busy. Il a envie de faire l'argent. Donc, du coup, il donne rendez-vous au mois de juillet à John Jones. Il dit, viens en combat rapidement au mois de juillet, je vais au bled, je reviens en combat. Donc, lui, il est chaud. On ne peut pas attendre Stipe. Ça va prendre trop de temps. Perso, je n'ai pas envie de le voir dans moins de 6 mois se mettre devant Francis. Il va se faire mal encore. Du coup, John Jones, ça, c'était prévisible. Dès le début, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'étais assez exigeant avec Cyril sur la manière de finir le combat avec Rosenstruck parce que je savais que l'annonce de John Jones à la montée en poids lourd allait être une déception à un moment donné pour l'UFC parce que tôt ou tard, quand on allait parler d'argent, il y aurait eu une grosse discussion de part et d'autre. Ça veut dire que Francis est au courant que c'est un money fight. Il va demander plus que la normale. John Jones est au courant que c'est un money fight. Il va demander plus que la normale. L'UFC veut économiser les sous et surtout ne veut pas donner l'occasion à d'autres poids lourds qui sont des jeunes qui arrivent comme Thomas Spinal, comme Cyril Gane, toute cette nouvelle génération de dire ah ben John Jones il a touché 8 millions, moi aussi je veux 6 millions. Ils ne veulent pas qu'il y ait de l'inflation sur les demandes d'argent des managers. Donc, ils vont tout faire pour calmer les choses en disant non, on ne paye pas ce genre d'argent, on ne paye pas ce genre de montant. Ils ont des barèmes sur lesquels ils veulent rester. Et donc, du coup, ils se disent bon, le gars, il a combattu pour 700 000. On lui rajoute, comme d'habitude, 100 000 pour refaire sa défense de ceinture. Il est bon. Mais là, il vient nous demander 2 millions parce qu'il y a John Jones qui arrive. Non, c'est niet. Du côté de John Jones, John Jones, il demande 8 millions. Ben non, c'est mort. On ne lui donne pas 8 millions. Maximum, on lui donne 3 millions. Et donc, on sait qu'il y aura une longue bataille. Don't get me wrong. Le combat qu'ils veulent, c'est John Jones
Francis, mais dans la stratégie de faire comme si tu ne veux pas, quand tu veux une meuf, tu fais comme si tu ne la calcules pas, bah, c'est exactement ce que Dana White essaie de faire avec John Jones. Il essaie de dire à John Jones, écoute, tu as vu comment il est violent en presse-conférence? Il a dit, on lui a posé la question, est-ce que John Jones, il a donc le title shot? Il a dit, je pense que si j'étais John Jones et que je regarde ce combat, je commence à cutter pour aller à 84 kilos, la catégorie de middleweight. Parce que ici, chez les poids lourds, je ne peux pas combattre. Je ne veux pas combattre. Ça, c'est de l'intox. Il veut faire croire à John Jones, j'ai même pas besoin de toi. T'inquiète pas, il y a des règles 8. T'inquiète pas, il y a d'autres jeunes qui arrivent. Donc, voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne dit pas clairement, non, je ne veux pas donner un rematch à Stipe parce qu'il s'est dit, ça peut me servir businessment parlant. Vaut mieux laisser traîner le truc. Donc, si tu veux, on est quasiment sûr que... pas le faire quand même. Comment? Ils peuvent pas ne pas le faire, ce combat. Si, mais ils vont prendre du temps. Ils vont prendre le temps. C'est-à-dire que John Jones, il fait un calcul rapide. Mais faut suivre ce que John Jones dit. Il a demandé à l'UFC, relâchez-moi, libérez-moi. Vous me gardez pour rien, vous me perdez mon temps. Libérez-moi, ça ne sert à rien que je sois avec vous. Mais t'as vu comme c'est violent quand même. Enfin, tu sais, quand t'as quand même une de tes stars qui dit ça, enfin, tu vois, tous les détracteurs un peu du sport... Non, mais parce qu'ils connaissent le commerce. Ouais, parce que nous, on a une vision externe qui nous fait croire qu'on a tout compris, alors qu'on n'a pas compris ce qui se passe. C'est que c'est juste du business pur et simple. Chaque déclaration de chacun des intervenants est un business. John Jones dit, montre-moi l'argent et je combats. Francis dit, j'ai vu le tweet, c'est vrai, il a raison, John Jones, montre-moi l'argent. Alors que non, d'habitude, il n'est pas d'accord avec John Jones. Mais là, il s'est dit, c'est bon, mon gars, tu as compris le nœud du problème. Viens, on demande de l'argent ensemble. Et donc, c'est ça l'idée, en fait. C'est une guerre. Et non, dans le nerf de la guerre, la négociation, c'est je fais comme si je ne m'intéresse pas à toi. Dana White va faire comme s'il ne s'intéresse pas pendant longtemps. John Jones va faire comme si lui aussi ne s'intéresse plus, il en a marre. Il a dit quoi, John Jones? De toutes les façons, je suis sur le point d'être au Hall of Fame. Je n'ai pas besoin de ce combat. Laissons tomber ce combat, libérez-moi. De l'autre côté, Francis va dire, mais non, si c'est pour combattre pour ce qui est marqué dans mon contrat, libérez-moi. Moi, je ne combats pas pour John Jones pour ce montant-là. Donnez-moi un autre mec, je veux bien affronter un Derrick, ça me fait mon match de revanche, ça me fait l'argent facile, mais si c'est John Jones, moi, je veux des gros sous. Donc, on pense que ça va durer. C'est d'ailleurs pour ça que je reviens encore en disant que la narration d'un manager, là, je prends le rôle de manager de Cyril Gane, c'est de dire, tant que ce n'est pas signé, il n'y a rien. Il y a encore moyen de tenter sa chance. Si Cyril faisait du Sean O'Malley et finissait de manière claire son gars au 2e, 4e round, je peux te garantir qu'aujourd'hui, Dana White aurait utilisé le nom de Cyril pour faire chier John Jones en disant « Ok, tu ne veux pas combattre, t'inquiète pas, il y a Cyril Gane que je vais mettre à la place. » Donc, c'est à ça que ça se joue aujourd'hui. Il y a un gros match de négociations qui va se passer et sur lequel il ne faut pas accepter les narrations qui sont écrites en disant « Tel va affronter tel et puis tel affronter tel. » Non, rien n'est fait. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, ça peut se jouer à peu de choses parce que je pense notamment à donc Jorge Masvidal qui partage avec John Jones le même manager. Donc, c'est First Round Management et Malki Kawa, si je ne m'abuse. Et justement, Masvidal avait eu c'était exactement la même stratégie dans la négociation avec Kamaru Usman pour le premier combat. Il était en mode l'UFC, laissez-moi partir, ceci, cela. Finalement, l'UFC avait opté pour Gilbert Burns. Et c'est seulement parce que Burns a eu le Covid que là, ça y est, Masvidal a eu son super contrat, a eu le title shot et maintenant on l'entend plus. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu, si en fait, tu sais, dans un monde parallèle où Burns n'a pas le Covid, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Et si ça se trouve, tu vois, il n'y a peut-être plus de combat de Masvidal et il n'y a pas cette revanche. Tu as raison, mais l'idée en fait de se positionner, c'est Chael Sonnen dit, le combat, il donne le mérite du combat de Masvidal, qui devient le 2e mec le plus vainqueur de l'histoire du MMA, au fait qu'il se soit positionné. Il a dit, moi, je veux Kamaru Usman et je vais le détruire. Moi, je suis chaud, je le prends. C'est le fait qu'il ait eu toutes ces revendications avec l'UFC, c'est ça le plus intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, il faut
il faut le déclarer. Il faut dire que moi, je suis là, moi, je suis chaud. Les gars, s'il y a un problème là, si vous attendez des millions, moi, ce qui est sur mon contrat actuellement, c'est assez pour que moi, j'y aille. Et à partir de ce moment, tu te mets sur le money fight. Mais encore une fois de plus, la chance, il faut aller la provoquer. C'est le rôle du management d'aller provoquer ou en tout cas de demander à l'athlète d'aller provoquer la chance. Et dans le cas de Masvidal, c'est ce qu'il a fait. Il a obtenu le truc. Et aujourd'hui, John Jones joue sa meilleure praticien. Il sait que ça prend le temps. Il y a pas... Dana White n'est pas pressé. Il y a le temps. Donc, il laisse traîner. Il se dit, bon, peut-être entre-temps, il y aura une contravention qui va arriver chez John Jones ou bien un besoin d'acheter une maison ou bien un besoin de faire un projet. Et il va se dire, bon, là, j'ai besoin de sous. Peut-être ça va le faire flancher. On ne sait pas ce qui va se passer, tu vois. Mais en tout cas, il y a une forte négociation qui fait que il n'y a pas beaucoup de portes de sortie. Sipé ne peut pas revenir. Derrick ne veut pas faire du 15 rounds, ne veut pas faire du main event. Mais sait-on jamais. Pour le titre, quand même. Pour le titre, quand même, je pense qu'il tenterait sa chance. Ouais. Et puis, derrière ça, Curtis, blessé. Mais même s'il ne peut pas blesser Curtis, compliqué de revenir. Il ne peut pas revenir pour le titre après ce qui s'est passé. Il reste quoi, en fait? Arrête. Non, mais parce que pour Cyril, d'ailleurs, toi, ça t'embête pas justement que là, Dana White mette un petit peu d'Eric Lewis, parce que ce qu'il disait là, quand on lit MMA Junkie, les médias américains, c'est qu'on allait vers un Derrick Lewis, Cyril Gane cet été. Toi, le fait que Dana White, tu regardais, j'imagine, la conférence de presse en direct, Dana White qui balance son Derrick Lewis, t'as pas fait oh non, tout. Ah non, du tout. Okay. Du tout. Ça peut être une opportunité, ça. Mais non, du tout. Faut pas courir. En gros, Cyril, ce que j'aime en Cyril, c'est qu'il considère le MMA comme un jeu. On joue à gagner. Il faut gagner. Il faut aller, il faut gagner. On a pris des résolutions, on va être un peu plus agressif pour aller gagner de manière un peu plus fashion, sans prendre trop de risques non plus. Cependant, le calcul est simple. Ou tu as celui qui est sur la ceinture et tu montes ta paye drastiquement de quasiment 400 000 $, ou qui que ce soit que tu affrontes, tu restes sur la même paye. Donc, que ce soit Volkov, que ce soit Derrick, que ce soit, peu importe, Cyril va tous les affronter un à un. Il n'y a pas moyen d'esquiver quoi que ce soit. Il n'y a pas moyen de se prendre la tête. Le seul axe dorénavant sur lequel on va, c'est juste le trône. À part le trône, il n'y a rien qui intéresse personne. Dans la division, à part le trône, il n'y a rien qui intéresse personne. Même Derrick Lewis qui dit « Je ne veux pas faire les main events, je ne veux pas du 5 rounds », c'est le seul truc qui paye en réalité. Donc, si tu veux, non, il n'y a pas... pour moi, ça ne me gêne pas. Si jamais Derrick Lewis va se positionner et va affronter Francis, tant mieux, ça laisse la voie pour d'autres choses, il avance, ça laisse de l'espace, on avance. Si jamais il affronte Cyril, tant mieux. Enfin, il n'y a pas de souci. En gros, Cyril, on prend son temps pour passer en 2.0. Là, il est 3.0. 3.0. Là, il est dans le laboratoire pour refabriquer de la carapace, pour refabriquer le fight IQ, l'élever encore plus parce que voilà quoi, c'est élever le fight IQ, élever les capacités respiratoires, élever le niveau de la carapace physique pour pouvoir aller lutter et tout, c'est tout ça qu'il faut en fait. Et donc on prend le temps, il ne faut pas être pressé du tout. Il a le temps, on va se préparer, on a 3-4 mois à monter la machine pour faire quelque chose de bien. Très bien, très bien. Et donc oui, donc tu as dit, il y a très peu d'hommes sur cette planète qui peuvent battre ce Francis-là. Très peu. On veut des noms, Ce n'est pas des noms que je vais vous donner une méthode. La méthode qui peut battre Francis, c'est le fight IQ. Aussi simple que ça. Francis a gagné ce combat parce qu'il a élevé son niveau de fight IQ. Il faut quelqu'un qui peut élever un peu plus que lui. C'est sur ça que ça se joue. Donc, je ne vais pas donner des noms. Donc, John Jones et Cyril Gane, quoi, grosso modo. C'est ça. On va dire qu'aujourd'hui,
du monde des vivants, des actifs à l'UFC, c'est ça. Sinon, j'aurais vu Lyoto Machida, par exemple, Ok. qui était quelqu'un de fuyant, d'évasif, quelqu'un, non, pas d'évasif, comment ça s'appelle? Quelqu'un Aérien de, de. de, de- voilà, de volatile, quelqu'un qui touche et qui n'est pas là, ou qui te fait. C'est le premier, c'est sur Lyoto Machida que j'ai appris, j'ai mis en place ce que j'appelle les déplacements en Z. C'est le mec qui a mis en place ces déplacements de karaté où je vais à gauche, ensuite je vais à droite, et quand tu me suis, quand je retourne sur la gauche, tu prends un méchant coup. Euh, Quand il a affronté un autre Africain, un autre Camerounais, Sukuju, j'ai préparé la stratégie de Sukuju et j'étais dans le coin de Sukuju pour ce combat-là. Euh, euh, et, euh, et on a pris un mec qui était furtif. C'est ça le mot que je cherchais. Extrêmement furtif. On ne savait pas où il était. Il était là d'un coup, il reculait et on se disait qu'il recule, donc il faut aller le chercher pour lutter. Dès qu'on changeait, il changeait de direction de manière brutale. Il allait sur la gauche, il revenait sur la droite. Ce genre de personnes sont très compliquées et rendent tes coups archi peu efficaces. C'est-à-dire que le high kick que se prend Stipe? Stipe. Vous reprenez Cyril et Francis et vous observez les entraînements. Il y a des vidéos qui tournent et vous allez voir que le même high kick, Francis essaie de le mettre à Cyril et Cyril lui donne l'impression qu'il va vers le coup de pied et à la dernière minute, quand le coup de pied lève, il change de direction et le coup de pied tombe dans le vent. C'est ce genre d'illusion, en fait, qui est très perturbant pour un mec qui est puissant. Et je pense que John Jones pourrait poser un problème à Francis. Je ne dis pas qu'il va gagner, je dis qu'il pourrait poser un problème parce qu'il a l'expérience, il est calme, il a le fight IQ et il a le système bio-informationnel. C'est ce système-là qui permet de lire les informations du combat et de reconnaître des choses qu'on a déjà vues dans d'autres situations. Donc, je le trouve dangereux pour Francis. Mais encore une fois de plus, il y a très peu d'hommes sur la planète à l'état actuel. Avec ce que la nouvelle équipe a mis en place, attention, c'est... Oui, bah, très bien d'en parler. Ouais. Ils sont très intelligents. À la fin, Eric, le head coach, je bouffe les interviews de tous les coachs du monde entier. Essayer de comprendre chez les poids lourds et dans les catégories qui m'intéressent, les 84 kilos notamment. À l'époque, quand Taylor était à l'UFC, je connaissais quasiment toutes les interviews de tous les managers et les coachs des 61 kilos. Et aujourd'hui, les poids lourds m'intéressent beaucoup. Et Eric dit ceci. J'adore. Il m'a donné une mine d'informations, Eric. Il dit ceci. À la fin du combat, on a discuté avec l'équipe et on s'est dit, le plus gros va commencer. À partir du moment où tu as la ceinture, tu deviens le lièvre. Okay? À l'époque, tu étais le lièvre qui voulait la ceinture. À partir de maintenant, tu es suivi et nous, on te scrute et on va te suivre. Tu deviens le chassé. Okay? En tant que chasseur, j'ai envie d'écouter tout ce qui se dit et tout ce qui commence à se faire. Et Eric explique clairement que ils ont fait une réunion où ils se sont dit l'élément premier qu'on ne doit pas nous mettre mal, c'est l'ego. Si on a un problème d'ego parmi nous, ici dans notre team, là, comment ça s'est passé la prépa, on est mort. Donc, venez, on met ça de côté. Venez, on se rappelle que on va défendre la ceinture et donc il ne faut pas perdre tout le système qu'on a mis en place. Il ne faut pas perdre la manière dont on s'entraîne. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très intelligent. Ça, c'est très fort de pouvoir capter la clé du problème. À l'époque, je n'avais pas la force de pouvoir faire ce... J'essayais de faire des débriefs, mais c'était impossible de faire des débriefs parce que Francis n'aime pas trop ce qui est scolaire, ce qui est organisé, ce qui est machin. Et il a la chance aujourd'hui, Eric, d'avoir quelqu'un qui est docile et qui écoute dessus parce qu'il a capté l'importance de ce truc. C'est le phénomène de l'ex.
Voilà, tu sors avec une meuf et elle te dit euh, tu ne m'amènes pas au parc et tout, on ne va pas assez, on ne fait pas des sorties, on ne fait pas des voyages. Et tu n'écoutes pas beaucoup, tu n'es pas d'accord parce que vous vous embrouillez. Et puis finalement, quand vous vous séparez, quand tu rencontres une autre meuf, ce que tu n'as pas appliqué de l'autre côté, tu l'appliques très bien de l'autre côté en mode, bon, je ne vais pas faire les mêmes erreurs, je vais quand même ménager le chou, la chèvre et le chou de façon à ce que je puisse contenter tout le monde. Et voilà ce qui se passe. Donc, ils ont une approche qui est très réflexive, très intellectuelle. J'aime beaucoup la manière de penser pour pouvoir maintenir la performance sportive. Et donc, je pense que pour aller battre Francis, il va falloir se lever tôt, il va falloir être prêt. Ah là 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 là, vivement la suite. En tout cas, bien. Alors maintenant, comme vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser des questions à Fernand Lopez dans l'espace commentaire et on en sélectionne quelques-unes et bien évidemment, nous y répondons. Donc là, on va commencer par une question donc de Raouti Benaziz. La question pour le King. Hamzat vient d'annoncer qu'il est officiellement de retour. Contre quel adversaire possible tu verrais un combat? Merci. Donc oui, il y avait des gros doutes suite à des complications liées au coronavirus, problème au poumon. Finalement, là, il s'est un petit peu calmé. Il a écouté l'UFC, il est allé à Las Vegas. Et là, ça y est, selon toute vraisemblance, tout va bien. De retour à l'entraînement, il vise un retour cet été. C'est une bonne chose. Je suis très content pour lui. Il nous a manqué. I'm going to smash everyone. Il nous a manqué. J'adore ce mec. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes avec lesquelles je le verrais bien, c'est Vicente Luque, la première des personnes. Pourquoi? Okay. Parce que Luque est très agressif en boxe, mais si tu l'amènes au sol, attention, son sol est vicieux. Vicente Luque a passé une bravo choc à Tyron Woodley. Il faut savoir que Tyron Woodley, c'est sa spéciale, cette technique-là. Quand ils sont tombés, le coin de Tyron Woodley lui a dit, tu la connais cette technique, tu sais comment sortir. Et Vicente dit à l'interview, j'ai entendu ça et je me suis dit, les gars, vous ne savez pas comment je vais serrer ce truc. Je vais tellement serrer ça, Tyron Woodley va s'endormir. Et donc, il a fait taper. Donc, je pense qu'il peut poser des sérieux problèmes il est classé 10e. Déjà, c'est très bien pour Chimaev de rentrer dans le top 10 de la bonne manière. Et si ce n'est pas lui, alors je verrai Michael Chiesa. Wow, ok, Michael Chiesa. Parce que, d'accord, pourquoi Michael Chiesa, je crois qu'il est 7e ou je ne sais plus son classement. Ouais, il sort d'une victoire contre Neil Magny. Voilà. Au-delà de ça, il est sûr. Il a toutes ses victoires par finish sont par soumission. Ouais. Il a 11 finishes par soumission, 11 finalisations par soumission. Donc, on sait qu'il y aura une belle opposition entre un très grand lutteur avec un mec qui gère très bien et qui a la longe, qui casse quand même les bonbons en boxe, même s'il n'est pas au... Voilà quoi. Je pense que ce serait une belle opposition. Moi, voilà les deux gars que je vois face à Chimaev. Et on n'en avait pas parlé auparavant de Hamzat, notamment au niveau de son potentiel. Pardon. Toi, tu le vois vraiment comme un futur très, très grand? Ou pour l'instant, tu vois, tu as encore quelques doutes? Je pense qu'il a quelque chose de futuriste de toutes les façons. Dans le sens où il a une force mentale incroyable. Il ne lésine pas à aller chercher les mecs plus classés, même si c'est risqué. Il devait quand même affronter Léon Edouard. C'est le numéro... C'est le numéro 3 mondial, quoi. Enfin, quand tu passes de non classé du tout à numéro 3 mondial, c'est un step-up de malade. Et donc, du coup, non, je pense qu'il a quelque chose de monstrueux et que on va entendre parler. Si jamais, parce que on sait aujourd'hui que les recherches, la science a prouvé que le COVID pouvait apporter des malformations cardiaques et donc pouvait altérer la respiration des personnes qui ont été atteintes de COVID, même après guérison. Mm-hmm. Ce que je ne lui souhaite pas du tout. Je touche du bois pour lui il n'ait pas eu ce genre de complications. S'il arrive, si Chimaev arrive comme il est aujourd'hui, je pense qu'on a un futur contender pour la ceinture. Ouais. Et pour finir sur Hamzat, et le fait qu'il soit double champion middleweight et welterweight, pour toi, c'est possible? Ou il y aurait un petit palier quand même en middleweight où ça pourrait être compliqué? Venons, on va par étapes. Je sais que c'est la mode de vouloir aller partout,
Mais venons, on ne va pas à étapes. C'est-à-dire que quand il y a des gros combats comme Léon Sédor, on l'a vu qu'il était à 77 kilos. C'est pour ça que j'ai préféré donner des blases à 77 kilos parce que c'est des gros challenges qu'il va aller chercher. Lui, il veut le classement, il veut monter vite. Et donc, du coup, en lui donnant un numéro 10 comme Luque, c'est très intéressant parce que Luque, il a le vent en poupe en ce moment et ce serait un bon retour vers lui avant de repartir chercher les numéros 2, les numéros 3 et tout. Voilà. Et l'histoire des deux catégories, venez, on fait une catégorie déjà. Moi, c'est ce que j'aurais donné comme conseil. Maintenant, après, encore une fois de plus, il y a des réalités que tu ne connais pas dans des coins. Il y a je ne sais pas estimer la force de Chimaev. Il paraît qu'il est physiquement très fort et que même à 84 kilos, il peut faire des dégâts au top 5, mais je ne sais pas. Voilà, j'aurais été prudent. Bien. Deuxième question. Donc, un pseudo, malheureusement, c'est écrit en russe, donc je n'ai pas les capacités pour comprendre le nom du pseudo. Question pour le King. Que pense-t-il du menton? Encaisser les coups sans broncher, est-ce inné ou améliorable ou est-ce une invention? On en parle à chaque fois, cette fameuse chin qui permet soit d'encaisser les coups, soit de dire bah, Lister Overeem, il n'a pas de menton, donc forcément, c'est mort, ceci, cela. Alors, est-ce que ça existe, Fernand? C'est une invention, mais ça ne veut pas dire rien, en fait. Quand on parle de menton, ce n'est pas le menton le problème. Le menton n'est que le support qui permet de faire bouger, de faire déclencher le phénomène d'inflammation du cerveau par rapport au chaos. En gros, si vous voulez comprendre, il y a 4 types de chaos. Le chaos le plus bénin qu'on appelle le chaos neurovégétatif. Quand vous prenez un chaos au foie ou au sternum, il est neurovégétatif, neuro du fait des nerfs, parce que le foie est super innervé, parce que le sternum, c'est une zone super innervée, et que quand on prend un coup dessus, il y a une information de douleur, de nociception qui passe du foie et qui va au cerveau. C'est pour ça qu'il y a cette latence, ce temps de seconde où l'information monte et ensuite la personne plie parce qu'elle a ressenti la douleur et que ça ne lui permet plus d'avancer. Donc, il y a un gros groupe de nerfs qui est touché, ça déforme le foie, ça plie le sternum, c'est cette partie-là qui est fragile ici au milieu des cartilages, aponévrose ça s'appelle, et derrière il y a la douleur. Ensuite, il y a le chaos musculaire quand on prend des low kicks, des middle kicks, et puis ça fait mal, on a voilà, une inflammation au niveau des jambes parce qu'il y a des hématomes qui font mal. Ensuite, on a le chaos vasculaire qui est celui où on prend un coup sur une artère, sur une carotide par exemple, un high kick qui vous tape là-dessus. Des fois, il y a l'artère qui est coupée ou bouchée et donc le cerveau n'est plus vascularisé. Ou alors, il peut y avoir une plaque qui se décolle, qui va migrer, qui va aller au niveau du cœur pour aller boucher les valves et créer quelque chose qui empêche le fonctionnement du cœur et ça peut arriver jusqu'à la mort. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le chaos cérébral. Donc, ce n'est pas le menton le problème, c'est le cerveau le problème. En gros, le cerveau baigne dans un liquide qu'on appelle le liquide encéphalique. Ce liquide-là, au moment où on frappe sur le menton, notamment où on frappe une partie autre que le menton, ce qui se passe, c'est que le cerveau va se déplacer et va heurter la boîte crânienne. Quand il heurte la boîte crânienne, il y a une inflammation. Les conséquences d'une inflammation, c'est qu'il y a en général du volume qui est pris. Et donc, à force, on peut avoir une perte de connaissance allant d'une absence jusqu'au comment en fonction de la complication de ce chaos. Et c'est ça le problème. Parce qu'on ne sait pas savoir à quel moment, quelle est l'intensité du chaos. Personne ne peut savoir l'intensité du chaos si on ne filme pas le chaos. C'est-à-dire que pour qu'on puisse étudier le chaos, il faudrait qu'on branche ce qu'on appelle, qu'on branche des capteurs au niveau de la tête et tout, et qu'on puisse filmer un mec pendant qu'il se prend un chaos et qu'on filme le tracé du chaos pour comprendre s'il est grave, pas grave, moyen. Donc, on ne sait pas aujourd'hui combien le chaos est grave. C'est pour ça qu'après chaque chaos, on prend la précaution de dire prenez 2 mois sans prendre de coups à la tête, le temps que l'inflammation se résorbe. Parce que la boîte crânienne n'est pas illimitée en termes de volume. Et donc, ce serait bien que l'inflammation se résorbe. Donc, voilà un peu,
ce qui se passe et ce qui pousse le cerveau qui baigne dans le liquide encéphalique à aller cogner le bord du crâne, c'est parce qu'il y a un certain nombre de jets qui est pris. Quand vous êtes dans ceux qui ont eu la chance de prendre le Concorde à l'époque, Mach 1, quand vous êtes dans un avion qui va à une vitesse de 1000 km à l'heure, bah vous avez ce truc-là où il y a la voiture, vous avez des voitures puissantes, elles décollent et vous restez collé sur le siège. Quand vous êtes dans une fusée, les spationautes et tout, ils s'entraînent beaucoup, les astronautes s'entraînent beaucoup pour pouvoir encaisser des jets. Bah, ce qui se passe, c'est que quand on a un coup solide, quand on a les trapèzes solides, on encaisse plus les KO parce qu'on a cette armature-là qui vient solidifier et qui contrôle un peu la frappe. Alors que quand on a un coup fragile et qu'en plus on n'a pas vu le coup venir, il y a cette frappe qui fait que boum, ça déconnecte et dans la foulée, il y a un court-circuit dans le cerveau qui ne comprend pas ce qui s'est passé et qui va shut down tout. Voilà. En gros, du coup, quand on parle de menton et qu'on dit qu'il n'a plus le menton, ce qu'on voudrait dire, c'est que la personne a eu beaucoup d'inflammation au cerveau. Et donc, en fonction du nombre d'inflammations au cerveau, en fonction surtout de l'intensité de la perte de connaissance, ou en tout cas de l'intensité du choc qu'il y a eu, on va pouvoir considérer qu'il n'y a plus un gros capital santé. Avant le combat des 6P, je vous ai parlé de capital santé. Le capital santé, c'est ça, c'est dire que si j'ai eu quatre petites commotions, enfin même pas des commotions, j'ai eu des absences, 4 KO, ça vaut moins que 2 gros KO. Donc, mais comme on ne peut pas quantifier, on reste juste prudent et on dit à la personne, ramène une IRM du cerveau, ramène un astroscanner avec et sans contraste et je ramène un examen d'électroencéphalique, en fait, de quelque chose qui ça s'appelle un examen de sommeil, où on va brancher des électrodes, où on va voir comment le cerveau il fonctionne en sommeil. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez clair sur mes explications. Très clair, très, très clair, mon cher Fernand. Quand même, petite question par rapport à ça. Donc, pour toi, oui, évidemment, c'est possible, même si les combattants prennent de longues pauses, que justement les multiples chocs fassent que ensuite il y a justement cet effritement, on va dire, physique. Je pense notamment, par exemple, à Chuck Liddell, c'est vrai qu'il était très réputé pour pouvoir encaisser de nombreux coups. Ensuite, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais au bout d'un moment, c'est même lui qui l'a dit, son cerveau a dit stop, et dès qu'il se faisait toucher, bah, c'était terminé pour lui. Tu le ressens. Quel que soit le repos que tu prends, tu le ressens. J'ai pris 2 KO. Non, j'ai pris 3 KO sur ma carrière. Et dans la semaine dans laquelle tu prends le KO, tout de suite après, tu te réveilles, il n'y a rien. Mais dans la semaine, tu sens que déjà, tu es très assujetti au maux de tête. Tu as mal à la tête, tu as des céphalées. Tu le sens que il y a quelque chose de fragile. Tu le sens quand même qu'il y a des... Voilà, en fonction de ce qu'il y a, et c'est un capital que tu es en train d'endommager. Au VIC, par exemple, j'ai combattu contre Eric Vandelay. Je me suis pris une guillotine où je n'ai pas tapé 2 fois de suite. Et le mois d'après, j'ai senti toujours une grosse montée de céphalie. Pareil, avec le recul, je me dis, c'est trop con de faire ce que j'ai fait, de savoir que je ne peux pas m'en sortir, je ne vais pas m'en sortir, mais je ne voulais pas taper, je me suis endormi. Et en gros, toutes ces conséquences-là font que petit à petit, le capital est en train d'être bouffé, petit à petit. Et tôt ou tard, tu vas le payer. Donc, je pense que les êtres humains ne naissent pas égaux sur la capacité d'encaisser. Pas du menton, mais sur l'armature qui permet de ralentir l'impact du cerveau sur la boîte crânienne. Cependant, quand ça commence à tomber et qu'il y a des KO, tout dépendra de l'intensité du KO, du nombre de temps où on est resté absent et combien, est-ce qu'on a fait un coma, est-ce qu'on a fait 3 minutes dans le coma, enfin, c'est de tout ça qu'il s'agit. On ne peut pas savoir. En tout cas, ce n'est pas inné d'avoir un menton, c'est inné d'avoir une armature
ce qu'on appelle l'appareil locomoteur passif, le squelette qui est construit pour protéger et ensuite avec beaucoup de musculation autour du cou qui permettent de protéger tout ça. Et donc, toi, dans ta manière de gérer, justement, par exemple, pour tes combattants, quand un combattant va se prendre un KO, est-ce que, justement, tu es un peu comme la commission athlétique du Nevada qui dit, par exemple, pour Stipe Miocic, là, pendant un mois, aucun entraînement avec contact et pas de combat, bien évidemment, ça va être beaucoup plus long que ça, mais pas de combat avant 2 mois. Est-ce que ou tu es encore plus précautionneux, justement? Plus. Je suis vraiment à cheval, je fais vraiment attention à ça. Moi, je parle de 2 mois. La commission athlétique parle d'1 mois, moi je parle de 2 mois. Dans le cadre de Stipe, la commission lui a donné 90 jours. Donc, on parle, c'est 3 mois. OK? Parce que d'office, la commission donne déjà 2 semaines en général. Quand tu n'as rien eu, quoi, tu sors d'un combat, tu es propre, tu n'as rien eu, tu as 2 semaines. Et ensuite, ça peut monter. Maintenant, moi, je demande à ce que mes athlètes fassent 2 mois. Donc, il y a 1 mois où il n'y a même pas de sport du tout. Parce que l'activité physique amène une certaine tension, une pression artérielle. Cette pression artérielle fait une pression au niveau du cerveau et de toute l'irrigation du cerveau et ce n'est pas bon pour le cerveau qui est inflammé. Donc, même simplement le footing, la corde à sauter, le sac viennent ralentir ta récupération. Et ce n'est qu'après 1 mois que je préconise qu'on recommence à s'entraîner sportivement et au bout de 2 mois, pouvoir prendre des coups avec électroencéphalogramme, IRM du cerveau, électroscanner. Arthroscanner, j'allais dire. Et tu as déjà été dans des situations où justement tu as vu les résultats d'IRM et tu as dit bah faudrait peut-être tout simplement arrêter en fait? Non, j'ai jamais eu des résultats d'IRM qui étaient heureusement qui étaient tristes, compliqués. J'ai eu juste un ressenti d'amitié, de compassion qui m'a fait dire des choses à des amis. Mais par exemple, tonton, quand il a pris son 2e KO, et c'était toujours en ma présence, et c'était un KO assez difficile, j'ai demandé à tonton que je souhaitais qu'il ne combatte plus. Et vraiment, c'était un mot de s'il te plaît, je suis pas bien, j'arrive pas à voir ça, quoi. Et puis bon, parce qu'on s'apitoie toujours plus sur le sort de l'autre que sur son propre sort. Mais tonton, voilà, il m'a rassuré. Il m'a dit non, je vais bien, je me sens encore bien, j'ai encore envie de combattre. Et effectivement, il a encore combattu. Mais en général, j'ai pas encore expérimenté un compte rendu où on me dit qu'il y a le cerveau d'un de mes gars qui est atteint. Ok. Bon, bah. Complet comme toujours. Et bah, la dernière question, nous y avons déjà répondu finalement, c'était quel style est l'antithèse de Francis? Donc voilà. Le QI, voilà. le style de l'intelligence. Faut être intelligent si on veut battre Francis. C'est essentiellement l'intelligence qui va pouvoir battre Francis. Bah voilà. Et puis vous auriez dû écouter Fernand si vous voulez vous faire énormément d'argent niveau Paris, parce que la semaine dernière, hein, franchement, il a pas mal régalé. Non. Surtout ne m'écoutez pas toujours, parce que non, Adesanya Blakovic. Parce que Adesanya Blakovic, je me suis planté complètement. Et même au-delà de ça, les gars, il faut que je le dise une fois pour toutes. Je ne suis pas bon en pronostic parce que je suis bon sur les pronostics de ceux que je connais en général. Mes athlètes, je suis bon pour aller visualiser le niveau, d'en face, mais je ne suis pas toujours bon en pronostic. Donc, ne m'écoutez pas et puis ne me blâmez plus si je me loupe sur les pronostics, les gars. Moi, j'essaye quand même de les donner les pronostics, mais voilà, j'ai été mieux loti sur ce pronostic-là parce que je connaissais quand même les 2 mecs. Bien, alors, on va se retrouver la semaine prochaine. Bien évidemment, le podcast est disponible sur toutes les plateformes. King Energy, pour le nom du podcast, c'est pas sur la sueur, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent vous n'êtes pas sur Spotify, vous n'êtes pas sur Deezer. Si. Mais il faut taper King Energy et il y a tous les épisodes. Et d'ailleurs, merci pour la semaine dernière, parce qu'on a battu nos records sur YouTube, mais aussi sur les plateformes audio. Donc, mine de rien, ça montre que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Que je vais laisser Fernand faire le traditionnel point réclame attendu
par des centaines de milliers de personnes en France et ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il raconte n'importe quoi? C'est attendu par personne. Il n'y a personne qui attend ça. Non, mais j'encourage juste les amis et même ceux qui ne sont pas amis à donner leur avis, à commenter, à mettre un pouce, à cliquer sur la cloche parce que c'est ça qui fait avancer le Schmidblick. Moi, je suis dans l'idée de partager, d'échanger sur la connaissance et le fait qu'on puisse échanger, c'est encourageant. Donc, n'hésitez pas. Je sais que j'ai reçu une tonne de messages, mais une tonne de messages de remerciements, d'encouragement pour le fait d'avoir, de donner, d'être généreux sur la manière dont je parle sur ce podcast. Et donc, du coup, je vous remercie beaucoup. Si je ne vous ai pas répondu, c'est parce que c'est un peu bousculé, mais en général, j'ai envoyé des remerciements de ce genre et des émoticônes qui sont comme ça, mais j'ai loupé une bonne partie parce que c'est juste impossible. J'ai vraiment reçu une tonne d'encouragement et de remerciements. Et donc, à ces personnes, je vous dis merci, continuez à commenter, continuez à liker et puis à la semaine prochaine. Eh ben, formidable. À la semaine prochaine.